Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur l'épisode 105 du Dreamcast Show, un épisode un peu particulier. Et oui, parce que vous l'avez vu, si vous avez cliqué sur cet épisode, on y est, c'est l'épisode tant attendu, le scouting du numéro 1 de la draft 2025 annoncé, Cooper Flagg. Et alors, pour faire le scouting d'un prospect générationnel, il nous fallait un analyste générationnel, un scout générationnel, et donc une pointure du scouting se joint à nous puisque c'est FD, ancien de QI Basket, intervenant régulier dans le Basket Lab, ancien d'envergure, ancien du Café Crème Sport, et qui décide de sortir de sa retraite, rien que pour nous et rien que pour vous. Alors Cooper Flagg est-il un prospect générationnel justement ? Eh bien c'est la question à laquelle on a tenté de répondre, et c'est Baptiste qui vous fait l'intro en off, mais ne soyez pas surpris, c'est Azad qui a fait la présentation. Et oui, donc d'ici quelques secondes, c'est Azad qui va vous reprendre. J'espère que l'épisode vous plaira. Installez-vous confortablement, et on est parti. Bonjour à toutes et à tous, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de draft et on va parler d'un joueur peut-être que vous connaissez pas encore. Donc c'est pour ça que le Dreamcast Show, on est souvent un petit peu en avance sur les prospects, on avance un petit peu sur le scouting. Donc on va parler du méconnu Cooper Flagg, avec en plus de ça, un invité de renom, un ancien d'envergure, un ancien de Café Crème Sport, donc un expert du scouting, monsieur FD. FD, comment ça va ? Bah écoute, ça va super, ouais. Quelle belle introduction. Effectivement, j'ai fait du scouting à mes heures perdues, il fut un temps. Et bah ravi de revenir dans le train du scouting pour parler de Cooper Flagg. Et ravi de faire ma première apparition sur le Dreamcast Show. Comment ça se fait qu'on ait pris plus de 100 épisodes pour le faire, je ne sais pas. mais ravi d'être avec vous. Et ben oui, du coup, vu que t'es avec nous, il y a aussi du coup Baptiste, forcément, vu qu'on va parler de draft, c'est pas moi qui vais servir à grand chose pendant l'épisode. Du coup, Baptiste, comment ça va aujourd'hui ? Bah écoute, ça va très bien, ça va très bien. Je vais pas te rappeler le score de la série au moment où on tourne, on te l'a déjà assez rappelé en off. Ouais. Mais non, écoute, plus de 100 épisodes, mais enfin FD, en effet. Et ouais, je pense que là, on tient une pépite. Je pense qu'on tient un joueur un peu qu'on va faire découvrir aux gens, et je pense que c'est pour ça que les gens nous suivent aussi. Donc ça va être cool. Tu parles de Cooper Flagg ou tu parles de moi là ? Peut-être des deux. Oui, c'est possible. Mais c'est des gens qui connaissent pas FD, vu qu'il a pas tweeté depuis 2016 et qu'il a pas fait une apparition. Ouais, c'est faux. C'est vrai, il a fait un thread. Il a fait un ou deux threads cette année. Il y a eu un petit comeback de 2 semaines quand même. Ouais, il y a eu un comeback de 2 semaines, puis après tu t'es dit, waouh. Ouais, exactement. Quel enfer. Du coup, Cooper Flagg, alors on va parler un petit peu, comme d'hab, avant de se lancer sur qu'est-ce qu'il fait sur un terrain, on va parler de son âge et de sa taille. Donc on a un petit loulou de décembre 2006, donc il est quand même pas très vieux, hein. 2006 c'est quoi ? J'allais dire qu'il a 18 ans. Il a pas connu Zizou, il a pas connu le coup de boule. Il a pas connu le coup de boule. Attends, mais il a quel âge du coup ? Il a 19 ans ? 17 ? Bah 18 actuellement, ouais. 18, ah ouais, on est en quelle année ? On est en 2025, oui, ok, oui, donc il a 18 ans. Ah ouais, donc le bébé est tout jeune, et on parle du coup d'un joueur de 2m6 à 2m8, donc en gros ça doit être 2m6 sans les chaussures, quoi, à peu près. Et envergure... On verra au combine. Ouais, oui, c'est vrai qu'il y a le combine. Et envergure, j'ai lu un peu moins de 7 pieds, donc je vois entre 2m10 et 2m15, en gros on n'est pas exactement sûr de tout ça, quoi. Bah, de toute façon, il faut attendre le combine, comme l'a dit Baptiste, pour avoir les vraies mensurations les plus exactes. C'est souvent au combine. Okay. Et en plus, je sais pas, alors c'est pas sur Cooper Flagg, mais je me permets, parce que alors FD, je sais pas si tu l'as vu, mais on en a fait un épisode avec Azad, ça sort de plus en plus que Ace Bailey ne ferait pas 6'9", 6'10", mais plutôt 6'7", donc pas 2m10, mais plutôt 2m01. Donc j'ai hâte du combine qui peut jouer des vilains tours à certains. Mais il y en a qui y vont pas pour ces raisons-là en fait. Il y en a qui vont pas au combine.
Et donc, Ok. si vous voyez pas Ace Bailey au combine, vous posez pas de questions. Ok, ouais, puis en plus, S. Bailey, c'est un top shot maker, du coup, vu que il n'y a pas vraiment ça au combine pour mettre en avant, c'est-à-dire qu'il aurait pas grand-chose à prouver, quoi. Mais bon, on n'est pas là pour balancer des cailloux sur S. Bailey, on est là pour présenter Cooper Flag. Mais du coup, moi, j'ai un peu des questions, parce qu'en tant que personne qui connaît très peu la NCAA, je vois Cooper Flag et dans le rôle qu'il a sur, du coup, un petit peu, il est présenté en stretch fort, mais je vois de l'autre côté, un joueur qui a genre 26% d'assist percentage. Du coup, c'est quoi, déjà avant d'aller dans la défense, offensivement, FD, toi quand tu vois Duke jouer, comment tu définirais le rôle de Cooper Flag? Eh bah c'est assez intéressant comme question et la réponse n'est pas forcément la même sur tous les matchs. Ok. Euh, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, Cooper Flag, il a eu énormément de responsabilités balle en main avec cette équipe de Duke. Donc c'est pour ça en fait le truc de stretch fort qui serait plutôt un joueur de catch and shoot à 3 points, c'est pas totalement ça. C'est pas totalement ça, c'est un joueur qui a vraiment eu de la création balle en main à son compte sur cette année à Duke, surtout au fil de la saison, pardon. Il a pris de plus en plus le ballon en main et on lui a donné de plus en plus des ballons, que ce soit en isolation ou même de temps en temps en tant que porteur de balle sur écran. Il en a pas eu énormément, mais il a pris des pick and roll. Mais c'était plutôt un créateur pour lui-même, qui montait la balle de temps en temps, qui faisait les premières passes d'initiation de système de temps en temps aussi, mais qui avait aussi cet aspect capable de tirer à 3 points. Il prend 135 3 points sur l'année. Donc voilà, comme il a été plutôt positionné au poste 4, à côté du troisième prospect de cette équipe, dont je vais vraiment mal prononcer le nom, donc Baptiste va rentrer et faire une magnifique passe décisive. Kaman Malouak. Super, voilà, qui lui du coup était vraiment le poste 5 classique, et du coup Cooper Flag poste 4, qui peut tirer à 3 points, d'où peut-être ce truc de stretch fort, mais non, c'est quelqu'un qui a eu quand même beaucoup de création balle en main, et qui a beaucoup fini au cercle. Ok, et du coup, en création balle en main, c'est plutôt genre création secondaire en mode c'est un connecteur, ou quand tu dis il peut créer pour lui-même, c'est il peut manier le ballon sur du pick and roll, il peut faire des drives, ou c'est plus il va plutôt créer une fois qu'il y a déjà un premier décalage qui a été mis en place. Non, il a eu de la création primaire, clairement, Ok, de l'initiation, beaucoup de drive, on pourra en reparler après un peu plus dans le détail, mais voilà, on lui a beaucoup demandé de créer de l'attaque par le drive, avec des bons points, on va dire, cette capacité à aller au panier, à terminer, et à aller sur sa main droite, des points encore à améliorer, notamment sur le passing, ou sur justement l'adaptation aux défenses et l'adaptation aux défenses d'aide. Mais non, c'est quelqu'un qui a beaucoup drivé, et qui a fait un petit peu d'initiation après, voilà, comme dit, sur des débuts de système, Mm. puisque Duke est une équipe qui, pour le coup, ça jouait quand même assez bien. J'avais pas vu Duke Ouais. depuis le changement de coach, et c'était quand même très joli. Ils ont un autre prospect avec un autre nom imprononçable, Baptiste, deuxième passe décisive. Con Knuppel. Voilà, qui est un espèce de poste 2, qui prend beaucoup d'écran, beaucoup de flare screen, et donc on a vu Cooper Flag faire beaucoup de passes sur des flare screen justement pour Con Ouais. Knuppel. ok. Donc, mais beaucoup de drive. Ok. Et du coup, si là pour le jeu off-ball, c'était un peu pour le présenter, et, enfin on-ball, et du coup off-ball, au-delà du 3 points, du coup, vu qu'apparemment il en prend beaucoup, ça reste un intérieur. Est-ce que du coup, Baptiste, c'est un mec qui est capable d'être de l'autre côté du pick and roll par exemple? Est-ce qu'il peut poser des écrans? Est-ce que ça peut être un rollman? Ou est-ce que on est quand même sur un rôle assez limité quand il a pas le ballon? Moi, je pense que pour un peu compléter ce qu'a dit FD, ce qui est assez cool, c'est que t'as vraiment un joueur qui est, et moi, c'est ce que j'aime peut-être le plus avec lui, c'est qu'il est ultra polyvalent. Et souvent, on parle de polyvalence défensive parce que blablabla, il peut switcher, on en parlera sans doute après, il peut faire le low man, etc. Il peut défendre depuis le nail. Mais en fait, je trouve qu'en attaque aussi, t'as un joueur qui est ultra polyvalent. Et en fait, il y a ce côté où il peut être le porteur de balle, où même parfois on voit des choses un peu plus complexes, où c'est ça,
qu'on n'a pas l'habitude de voir à Duke, comme dit, des pick and roll inversés avec justement Knuppel qui vient et qui pop à 3 points, ou alors on le met un peu en mouvement pour des pick and roll entre gros 4-5, ça il l'a beaucoup fait avec Malouak, mais aussi parfois t'as des pick and roll où c'est lui le poseur d'écran, et je pense que même là, enfin aussi là-dessus, c'est une vraie force de son profil, parce que en vrai, je trouve que déjà, il y a le côté connecting où le passing, pour moi, dès qu'il a un avantage, je le trouve assez sensationnel, dans le sens où, par exemple, les pick and roll 4-5 qu'il faisait, c'était souvent après un premier écran, donc une zoom action ou des choses comme ça pour le mettre en mouvement avant son pick and roll 4-5, et du coup il avait un premier décalage, et donc en tant que poseur d'écran, sur short roll, je trouve que c'est peut-être limite là où c'est le plus NBA ready, c'est que je le trouve assez génial en connecteur, et en vérité, alors c'est peut-être pas le lob classique dont on a l'habitude, c'est peut-être plus un catch and finish, mais je trouve que c'est un joueur qui est aussi peut-être sous-estimé dans son côté aérien, et il y a 2-3 fois où tu fais pause au moment du alley-oop ou quelque chose comme ça, ou en tout cas il reçoit la balle peut-être sur short roll et après il fait un appel de pied et il monte, et en fait tu te rends compte que grâce à sa taille il va très haut, mais en fait il a aussi une verticalité et une détente qui est assez impressionnante. Donc pour moi il y a un peu ce côté où off-ball, le catch and shoot, il y a ça, et c'est pas du tout un shooter en mouvement, ça on est d'accord. Mais comme t'as dit, il peut être très bien des deux côtés du pick and roll, et déjà rien que ça, c'est une super qualité, je trouve. Ouais, en gros, t'as un peu ce truc-là il fait aussi rêver parce que il y a le côté polyvalence qui paraît assez ouf, parce que du coup, offensivement, vous me parlez d'un joueur qui peut avoir le ballon ou ne pas l'avoir, qui peut du coup poser les écrans ou utiliser des écrans avec le ballon, qui peut shooter. En fait, le seul truc qu'il fait pas, c'est de pouvoir shooter à 3 points en mouvement. Donc ça veut dire que si, par exemple, sur un pick and roll en NBA, comment elles vont se présenter les défenses? Elles vont passer sous les écrans? Parce que du coup, on va pouvoir peut-être attaquer la question du drive. FD, tu voulais développer un peu là-dessus, mais du coup, comment son drive a été utilisé en NCAA, et comment comment toi tu te projettes sur son drive en NBA, sachant que potentiellement les défenses vont passer en dessous des écrans. Ouais. Alors son drive, je vais parler du drive un peu classique qu'on a vu toute l'année, c'est-à-dire genre du drive d'initiation, donc il n'y a pas de décalage qui est encore fait. C'est pas vraiment de l'isolation, c'est dans le jeu, mais il a beaucoup essayé de driver à droite, et souvent, tu vois, parfois il fait pas forcément la différence sur le premier pas, mais il force à droite, et il va réussir à y arriver parce qu'il y a une différence physique et il est au-dessus des athlètes en NCAA. Là où en NBA ce sera peut-être un petit peu plus compliqué, et c'est là qu'il va devoir développer des contres, des counters sur ce drive que pour l'instant on n'a pas trop. On a beaucoup de spin move, il l'a beaucoup fait en début de saison, il a perdu beaucoup de balles là-dessus, mais tu vois par exemple un Eurostep ou un flotteur il n'a pas encore trop. Ce qu'il a par contre, et c'est à la fois bien de l'avoir et c'est à la fois un danger, c'est qu'il a un vrai jeu de pull-up à mi-distance sur lequel il utilise beaucoup ce pull-up à mi-distance, parfois trop, notamment en début de saison où il avait tendance vraiment quand il n'arrivait pas à faire le décalage sur le premier dribble, à prendre du mi-distance, et qui sont pas des tirs très rentables, que ce soit en NCAA ou en NBA. Mais du coup, si on revient sur la question du pick and roll, je pense que les défenses vont passer en dessous, puisque le pull-up à 3 points, c'est quelque chose qu'on a vu par flash, notamment contre Arizona où ils l'ont fait parce que Arizona faisait du drop, mais c'est pas quelque chose qu'il a déjà dans son répertoire. Et j'ai envie de dire heureusement, parce qu'il faut bien lui trouver des points faibles. Mais du coup, ça va pas être problématique pour son jeu avec ballon? Il va quand même, parce que du coup, il y a un autre truc qu'on n'a pas parlé, c'est est-ce que il a un jeu de post-up pour avoir une alternative entre guillemets au fait que les défenses vont passer en dessous un peu? Il l'a en NCAA. Ouais. Il l'a eu en tout cas, il l'a fait. J'ai quand même du mal à le voir dominer sur post-up face à des athlètes NBA, surtout quand on sait que voilà, la NBA c'est pas une ligue de post-up, là où la NCAA encore laisse faire du post-up. Je pense pas qu'il soit si bon en NBA pour que le coach, ou l'environnement en tout cas dans lequel il sera, va beaucoup lui demander de le faire. Mais cela dit, je trouve que sur le post-up, il y a un côté assez
assez cool avec lui, dans le sens où, enfin, en NBA, je pense que ça va pas être la source de l'attaque, le post-up, et c'est le cas pour aucune équipe. Peut-être à part Denver, et encore, ils aiment bien plutôt avoir Jokic face au jeu parfois. Ouais. Mais je pense que tu vois, face à des plus petits, après des switches ou des choses comme ça, ça peut être une vraie arme. Ça peut être une vraie arme. Et pour le coup, il y a aussi ce côté où je trouve son passing sur du post-up vraiment très très bon, capable de trouver des skip passes, capable d'être assez... Julius Randle pour se projeter un petit peu NBA en termes de passing depuis le post-up. Moi je le trouve plus rapide et moins prédéterminé que Julius Randle. Ouais, Julius Randle il attend vraiment parfois un peu le dernier moment pour la passe parce qu'il est vraiment très orienté scoring. Là où Cooper Flag du coup il a l'air d'être un peu plus équilibré de ce point de vue là quoi. Et je sais pas si FD est d'accord, mais s'il a vu le match... alors maintenant mes souvenirs sont flous. Je sais pas, mais je crois que c'est contre Arizona. Mais même plus globalement, je trouve que c'est un passeur beaucoup plus avancé que Julius Randle. Et je crois que c'est contre Arizona où il déroule 3-4 fois un peu le même système où en gros, on va simplifier, ça finit sur un pick and roll 4-5 avec Malouak. Et là, il arrive et hop, la première fois... je drive and kick normal, la deuxième fois manipulation visuelle et je l'envoie au lob pour faire j'envoie Malouak au lob pour faire bouger le lomen avec mes yeux et globalement t'as vraiment un passeur qui, comme dit, quand il a le décalage et du coup sur post-up souvent il se fait doubler, et quand il l'a, il est vraiment très bon, et il a déjà ce côté possibilité de faire des lectures assez avancées. Mais du coup je sais pas ce qu'en pense FD, mais pour moi la question c'est plus est-ce que le scoring fera qu'il aura cette gravité en NBA quoi. Ouais, alors je m'étais noté aussi, c'est effectivement contre Arizona, c'est 4 passes de très très haut niveau. Il me semble que c'est en début de deuxième mi-temps, si jamais les gens veulent regarder, c'est contre Arizona. Si vous voulez voir vraiment pour moi, vraiment les 5 minutes les plus dominantes de Cooper Flag sur l'année, c'est contre Arizona, et c'est le moment où il fait 4 passes de très très haut niveau, toutes un petit peu différentes, où justement on voit qu'il s'adapte aux aides défensives, on voit qu'il réfléchit et qu'il est déjà vraiment en avance sur la vision du jeu. Et puis derrière, il y a aussi la défense, même si on reparlera de la défense. Moi, là où je suis d'accord avec Baptiste, c'est que si j'ai un doute offensivement sur Cooper Flag, c'est athlétiquement, en NCAA, il a été dominant sur du drive, et sur des finitions sans forcément faire le décalage par la vitesse ou par la qualité de dribble. Est-ce que ce décalage il arrivera à le faire en NBA? Il y a un côté qui me dit que structurellement il y a quand même plus de spacing, donc il va pouvoir en bénéficier aussi. Il y a un côté aussi où les défenses sont plus athlétiques, et donc il va peut-être avoir un petit peu plus de mal. Et Duke avait un pur spacing pour le coup. Ouais, mais je veux dire un pur spacing en NCAA, ça reste un mauvais spacing de NBA. Oui, on est d'accord. Mais pour une équipe NCAA, c'était assez agréable à voir, quoi. Par exemple, parce qu'il jouait souvent avec Malouak, qui est un non-shooter, mais Malouak était souvent impliqué sur des écrans, enfin sur des situations d'écran off-ball, notamment avec Knuppel, qui faisait qu'en fait l'aide était mobilisée aussi. Donc c'est vrai que le spacing n'était pas si mal pour de la NCAA. Mais ouais, cette qualité de drive, qui est sa grosse force en NCAA, va être le swing skill, on va dire, pour voir s'il va dominer en NBA ou pas. Ouais, et je me permets de rajouter un truc, désolé Azad, mais sur le côté drive, je suis carrément d'accord avec FD dans le sens où il a pas beaucoup de contre-move pour s'adapter. Et en NCAA, ce qui faisait beaucoup, et pour moi ça va être un vrai point d'interrogation, c'est aussi un peu ce côté presque bully ball comme il a dit, et du coup aussi provoquer pas mal de fautes. Il a un free throw rate qui est plutôt pas mal, je crois qu'il a 43%. C'est pas mal, mais c'est pas non plus des chiffres élites de chez élite. Tu vois, il y a d'autres joueurs, je crois que Yakouchenis a un plus élevé ou des choses comme ça. Mais du coup, il y a un peu ce côté, est-ce qu'il pourra provoquer autant de fautes en NBA? Pardon. Et il y a autre chose aussi pour moi, c'est le côté dont on n'a pas parlé. On a parlé de la finition, mais il y a aussi pour moi une autre question, c'est le handle. Le handle, parce que mine de rien, t'as quand même un joueur qui fait en gros 2m8, on va dire, donc presque 2m10, donc qui est très grand, et qui a pas un handle qui est
exceptionnel dans les variations, dans les changements de rythme. Il a pas forcément une excellente décélération. Tu vois, il a pas ce truc, par exemple là, dans un match que j'ai vu récemment, hein, au hasard, mais il y a un moment où Mikal Bridges met un fadeaway au-dessus de Jrue Holiday parce qu'il lui fait un peu un stop and go. Tu vois. Tu sais, c'était au 4e carton, Azad. C'est quand vous aviez 15 points d'avance. Et tu vois, je vois très bien le changement, le cassage de rythme qui fait que même un mec comme Jrue Holiday, sur un moment, ses genoux, en fait, ils viennent quasiment s'entrechoquer. Il a les chevilles un peu de biais. Et du coup, Bridges, il peut le prendre de vitesse, en gros, là-dessus. Et c'est vrai que quand je regardais Cooper Flag jouer, là, avant le podcast, je me disais, putain, le dribble, il crée pas beaucoup par du dribble. Genre, c'est-à-dire qu'il peut... Il peut créer en dribblant, c'est-à-dire que du coup il peut créer avec le ballon dans les mains parce que il a un physique de rhinocéros à côté de petits bambins quoi, donc forcément genre ça passe. Mais je me dis c'est vrai que quand même le dribble me paraissait un peu rigide, voilà. Ouais, exactement. Rigide, c'est un très bon mot. Et il y a ce côté aussi où tu vois. Je sais pas trop comment me situer parce que on dit pour driver, etc. Faut descendre le ballon le plus bas possible pour, en gros, avoir le plus de contrôle du ballon possible, quoi. Et lui, je trouve, il le fait un petit peu, mais en fait, il le fait non pas en baissant un peu tout son centre de gravité, mais juste en baissant son dos. Et du coup, t'as une sensation un peu bizarre il est très courbé quand il dribble. Et du coup, tu le vois un peu faire ses petits dribbles avec très peu d'amplitude, très peu de variation. Et justement, c'est marrant ou pas, mais il y a un peu ce truc sur le début d'année, je crois que c'est contre Kentucky, où il se fait contrer, où il perd un ballon et il se fait contrer. En gros, il a 2 tirs pour la gagne et il rate les 2, mais en fait parce qu'il n'arrive pas à créer de séparation par le dribble. Et ça finit sur une fois un fadeaway dégueulasse et une fois par une perte de balle, quoi. Et du coup, ouais, pour moi, il y a aussi cette question du dribble, même si, comme dit, une fois qu'il a le décalage, il a cette capacité quand même à garder son dribble et parfois, souvent aussi à mettre les adversaires en prison et donc dans son dos. Et il est très costaud, donc c'est vraiment pas mal. Mais il y a quand même ce côté aussi début du drive où je me dis qu'est-ce que... Je sais pas trop. Je suis pas fan. C'est un peu stiff. Tu sais, c'est un peu... c'est pas très fluide. On va dire que ce soit dans son dribble ou dans ses angles d'attaque. C'est assez prédéterminé. On sait qu'il veut aller à droite et il veut vraiment essayer d'y aller tout droit, quoi. Et bon, il y a quand même des flashs sur le dribble. Là, il faut pas être trop... Oui. Faut pas qu'on soit trop méchant non plus. Si vous regardez le match qu'ils perdent contre Houston là, en demi-finale universitaire, il y a quand même un moment où il arrive, en fait, il pose un premier dribble, puis il fait une hésitation, une décélération, le mec revient sur lui et il repart, et donc là il arrive à provoquer une faute. Il y a quand même des flashs au dribble, mais c'est vrai que pour l'instant, pour de la création, on va dire purement en isolation, et pour aller loin dans les drives, en NBA, ça me paraît peut-être un petit peu juste. Et c'est là où, du coup, sa capacité à tirer en catch and shoot, elle va être utile parce que, du coup, en NBA, il risque de pouvoir attaquer pas mal sur des close-out, non ? Je pense que, en tout cas, en début de carrière, ce sera là qui va le plus faire de différence. Ce sera peut-être en tant que deuxième, plutôt en tant que connecteur. Là, on l'a vu à Duke être très bon dans ce rôle-là, mais c'était pas son rôle principal. Peut-être qu'au début de sa carrière, ce sera plutôt un rôle de connecteur, capable d'attaquer des close-out, et où sa qualité de catch and shoot, qui existe déjà, va être forcément mise à contribution. Ouais, parce que du coup, si t'es un connecteur qui peut passer et shooter et avoir un peu de drive, t'arrives presque en tant qu'un des meilleurs connecteurs de NBA offensivement, quasiment direct, quoi. Surtout si t'as la taille pour être atteignable et pour pouvoir atteindre tous les endroits du terrain, entre guillemets, quoi. C'est vachement important d'être... C'est quand même assez rare, les connecteurs qui sont grands. Et qui sont... En fait, tu vois, c'est pour ça que tu te dis peut-être qu'il y a plus qu'un connecteur, parce que les angles de passe qu'il peut trouver, tu vois. Juste avant, là, j'ai regardé 2-3 clips que j'ai. Il y a un moment, il y a un pick and roll inversé avec Knuppel. Donc en gros, c'est un guard qui monte sur lui. En fait, il en a rien à faire.
il peut passer au-dessus, tu vois. Mais même pas passer au-dessus en faisant une jump pass à la Liberton. Non, juste, il est quand même tellement grand que ça joue, quoi. Ouais. Et le truc, c'est que d'habitude, les connecteurs qui sont grands, genre les Hartenstein, ils shootent pas à 3 points non plus, quoi. C'est rare d'avoir un connecteur avec le physique d'un intérieur qui peut aussi tirer à 3 points, quoi. Ou jouer. Mais je pense que quand on le projette connecteur, c'est genre en début de carrière, mais je pense que à terme, c'est pas ça son rôle. Je pense vraiment qu'il a le potentiel pour être un créateur principal. Ok. Oui. Malgré le manque de dribble et de pas avoir de pull-up à 3 points. Bah après le manque de dribble, je pense que c'est parce qu'il fait une saison qui est tellement forte offensivement, et on n'a pas encore parlé de la défense, c'est ça qui est pire. Oui. Mais il fait une saison tellement forte qu'on est obligé d'aller chercher des petits détails. Mais oui, le dribble est encore stiff aujourd'hui, mais je pense qu'il va être capable de bosser là-dessus et de l'améliorer. Et il y a un truc aussi où je me dis, en fait, ok, il y a des équipes qui créent à partir de l'isolation et toujours dans ce truc un peu classique. Mais tu vois, au final, je pense tu peux réussir à beaucoup plus le mettre en mouvement, etc. Et pas lui donner tant d'iso que ça au début de sa carrière. Là où je pense qu'il va galérer, même face à des des ailiers en NBA, il va avoir beaucoup plus de mal qu'en NCAA. Mais en fait, tu vois, sur des drives lancés, sur des post-up face à des mismatchs, sur parfois un peu de roll, sur des pick and roll inversés, etc., tu vois, je me dis, il y a quand même énormément de choses à faire avec lui pour peut-être pas avoir ce porteur de balle primaire comme on a l'habitude de les voir, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, il prend les ballons, il cherche le mismatch, il joue l'ISO, etc. Mais en fait, je pense que tu peux l'amener tu peux lui donner un gros volume de création, mais mieux amené, tu vois, dans un playbook peut-être avec plus de mouvements, etc. Après ça dépendra de la loterie, ça dépendra de où Adam Silver veut l'envoyer, pardon. Mais ouais, et un truc aussi sur le shoot, si on peut dire un peu ses stats cette année, 38,5% à 3 points. Évidemment, ça reste un échantillon NCAA, donc c'est 135 tirs. Mais il y a aussi quand même 84% au lancer franc. Oui. Et je trouve que globalement, c'est un joueur qui a un bon toucher. Et moi, le truc qui me faisait peur avant de vraiment le découvrir en NCAA, c'était un peu sa mécanique de tir qui était très sur les extraits que j'avais vu passer, notamment quand il était avec Team USA, etc. Il y a un moment, un pull-up qu'il prend, je crois que c'est face à Anthony Davis, où en fait la caméra est très très proche de lui, donc tu vois vraiment ça motion de très près, et tu vois qu'en fait c'est un tir qui est très en fait son bras droit est très arqué, il est pas droit et vraiment face au panier et bien droit comme un i, il est vraiment très coudé, alors pas comme le Lonzo Ball de la grande époque, mais il y avait un peu ce côté là, et je trouve que quand je compare un peu à aujourd'hui, il y a un vrai travail qui a été fait là-dessus. Et ouais, comme dit, peut-être qu'il y aura un peu ce côté, la ligne à 3 points au début va être un peu trop loin, etc. Mais je pense que t'as un bon shooter assez facilement de catch and shoot, quoi. Avec lui, à terme. Oui, donc un joueur qui peut attaquer sur des close-out, quoi. Finalement, il va être pas mal à côté de Zion Williamson à la Nouvelle-Orléans. Tu vois, si on se projette. En vrai, tu donnes Cooper Flag à Will Hardy, je pense qu'il est content. Hein. Ouais. Ouais, c'est sûr. Mais est-ce que à Nouvelle-Orléans, tu le mets pas directement dans une équipe où il peut être un peu compétitif en plus? Ça va, à Nouvelle-Orléans, au niveau playbook, il y a James Borrego. Ouais. Mais est-ce que si les Pélicans, ils ont Cooper Flag, est-ce qu'ils gardent Zion? Est-ce que du coup t'as pas ton intérieur qui défend et qui apporte du spacing avec Cooper Flag à côté de Zion? Moi je te dis pas ce que je ferais, je te pose juste les questions, moi. Je sais pas, non, pour moi tu gardes les deux. En plus t'en as un qui coûte rien. Enfin, je veux dire, un premier choix de draft, ça coûte quand même pas très cher, quoi. Mais, ça coûte quand même un peu d'argent. Après, bon, rien par rapport, à mon avis, à l'apport qu'il va avoir sur le terrain. Ouais. C'est quoi le contrat d'un... C'est 12 millions 12 la première année, je crois, quand même.
Ouais, un truc Ouais, comme ça. mais c'est en pourcentage du cap, c'est quand même pas grand-chose. Bah, c'est une mid-level exception, quoi. C'est Ouais. pas beaucoup. Ouais, bah voilà, au pire, tu vois, les Celtics, là, ils sortent, ils échangent Tatum contre le premier choix, et puis comme ça, vous avez des finances beaucoup plus saines, Azad. Bah, finalement, moi ça me va, hein. En plus, c'est un gamin de Boston, je crois, Cooper Flag ou du Maine. Ouais, Donc c'est du un, main, ouais, exactement. c'est un fan des Celtics. On sait où est-ce qu'il va signer à sa première free agency dans 8 ans. Donc ça, déjà, c'est bon, ça c'est fait. Mais en attendant, on va voir où est-ce qu'il se développe. Du coup, on a fait un bon passage sur l'attaque. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé sur l'attaque que vous voudriez développer? Je pense qu'on on a fait le tour. Hein. Je réfléchis. On a parlé du Mais drive, non. du post-up, du passing, du jeu off-ball, du jeu Ouais. on-ball, des écrans, des limites, du dribble, Ouais. des projections, du Est-ce que FD, sur la projection, toi, tu penses qu'à terme, vu que c'est déjà un bon shooter, tu peux le voir développer un pull-up ou tu l'envisages pas forcément? Bah, il en a quand même 2-3, hein. Notamment j'ai Arizona en tête parce que c'est juste après ces 4 passes magnifiques où il prend un pull-up et là je me dis non mais c'est trop en fait, c'est trop. Bah je pense je vois pas comment il ne pourrait ne pas le développer. C'est une arme tellement importante que à mon avis il va le développer. Est-ce qu'il va y arriver? C'est plus ça. Ouais. Bah, son catch and shoot est quand même super fluide. Oui. Ouais. Et, C'est vrai. et il a le pull-up à mi-distance aussi. Donc je me ouais. dis, ça peut le faire. Ça peut le faire. Ok. Et donc maintenant, en fait, on passe un petit peu du coup au gros morceau. Parce que moi, de ce que j'ai compris, c'est pas forcément son attaque qui est grandiose, c'est sa défense. Alors, est-ce que déjà pour vous, c'est le cas? Est-ce que c'est plus un prospect défensif qu'offensif? Ah, c'est dur parce que les deux sont quand même sympas. Hein. Mhm. Ouais. Euh, Oui, mais il y a un moment, on est là pour prendre des décisions, hein, donc il va falloir trancher. mais excuse-moi, quand tu draftes, le soir de draft, il te demande pas. En premier choix, tu prends la défense de Cooper Flag ou l'attaque de Cooper Flag? Oui, bah, je sais qu'on prend les deux. Mais si on devait prendre qu'un des deux, qu'est-ce qu'on prendrait? Je pense là. Ah putain, c'est dur. Hein. Je pense que je prends la défense, moi. Ouais, je pense pour la défense aussi. Et en vrai, tu vois, moi j'ai une question pour toi, Azad. J'ai une question pour toi, Azad, on va te faire bosser un peu. Oh putain. Si tu devais décrire hors intérieur, donc hors Ouais. poste 5, le défenseur Idéal. idéal En NBA. pour la NBA de 2025, Mais de ouf. qu'est-ce que tu décrirais? Ah, quand on dit hors intérieur, ça veut dire qu'on peut pas prendre Draymond Green. Non, mais je veux dire hors, tu me dis pas, alors je veux un intérieur de 2m25 Oui, qui peut faire du drop, etc., quoi. Ok, donc un mec qui fait sa taille, en gros qui fait 2m6. Ouais, voilà. Bah, Qui est pas un intérieur voilà, il est en drop, etc., quoi. Ok. Qu'est-ce que je veux? Bah déjà, je veux un mec qui a un centre de gravité qui soit assez bas. Pour pouvoir... Bah après, ça va beaucoup ressembler à Draymond Green, hein, ce que je veux présenter. Mais un mec qui a un centre de gravité assez bas. Un mec qui a une bonne vision de jeu. Pour pouvoir justement anticiper et jouer peut-être un petit peu un rôle de quarterback défensif. Je vais avoir besoin d'un mec qui est rapide latéralement aussi, pour pas se faire dépasser sur les switches. Je vais avoir besoin d'un mec qui a de l'envergure et de la verticalité pour faire de la protection de cercle en cas où. Je vais avoir besoin d'avoir un mec qui est aussi capable de se déplacer frontalement en avant et en arrière pour tout simplement devoir exploser sur des edges et pouvoir recover. Et puis c'est déjà pas mal. Puis un mec qui va pas trop se faire dominer s'il est attaqué en 1 contre 1 contre les gros attaquants de post-up, même si bon là ça devient un petit peu trop d'en demander trop. Mais du coup si déjà le centre de gravité est bas, ça peut être utile quoi. Voilà. Et bah, bon, c'est plus besoin de parler de la défense de Cooper Flag, je crois. Hein. Donc, alors, projection. Non, mais c'est pas mal, hein, ce que t'as dit, Azad. C'est pas mal du tout. À part l'envergure qui est pas genre, il a pas 2m25 Ouais, d'envergure. j'ai l'impression qu'il est un peu limité sur ça. Il a entre guillemets que 7 pieds. Genre franchement, c'est qui le meilleur défenseur entre Noah Penda et Cooper Flag? Ah bah moi j'ai pas vu Noah Penda, donc je peux pas te dire.
Moi j'ai vu les deux et c'est Cooper Flag. Ah ouais, ok. Bah, en vrai, genre, vraiment, c'est ouf parce que Duke avait des schémas. En fait, je sais pas par où commencer. Duke avait des schémas qui changeaient beaucoup d'un match à l'autre, aussi en défense. Donc, c'est dur de dire, ah, bah, il faisait que ça. Il a fait énormément de choses et en fait, il est ultra polyvalent dans énormément de choses. Et il y a un truc qu'on n'a pas précisé sur son attaque, mais qui, pour moi, saute aux yeux en défense. Il y a deux trucs. Et bon, déjà, il y a les mensurations qui sont quand même assez géniales. Mais il y a aussi... bon, il y a trop de trucs. Mais il y a surtout, pour moi, il y a un moteur et, tu vois, un volume de course qui est assez dingue. Une vitesse de course. Et, mêlé à ça, t'as aussi le côté rotation et placement qui est génial, quoi. Et d'à peu près n'importe où, tu vois, que ce soit en low man, depuis le côté faible, ou depuis le nail, je trouve que t'as un peu ce côté où, ouais, c'est un peu le cocktail, pas parfait, parce qu'il a pas l'envergure géniale, il a peut-être pas le centre de gravité de Draymond, mais presque parfait d'un défenseur aujourd'hui en NBA, quoi. Ouais, c'est pas Anthony Davis, c'est pas Draymond Green. Il a pas le truc de licorne un peu physique, mais tout le reste est tellement fonctionnel qu'il n'y a pas de défaut, quoi. Bah c'est ça. Le premier match que je regarde, c'est le match contre UNC. Et j'ai du mal à voir l'impact défensif de Cooper Flag. Genre au début, je me dis, bon, j'en attendais quand même énormément défensivement. Et au final, en fait, en première mi-temps, je le vois pas trop, que ce soit dans les aides, ou je le vois pas trop intervenir. Je reste un peu sur ma faim. Et du coup, en fait, je regarde ce que faisait UNC. Il faisait en sorte à chaque fois que Cooper Flag défende le mec qui était à 45 degrés, mais à l'opposé. C'est un peu le spot un peu bâtard quand tu veux être en defensive wall, parce que t'es pas le low man. Donc en termes d'aide, t'as moins d'impact, tu vas pas être là sur de la rim protection. Tu t'es pas forcément sur la défense d'edge puisque t'es à l'opposé. Et donc en fait, UNC, enfin c'était un design en fait. Il voulait vraiment le mettre dans cette position où il était limité dans ses interventions hors ballon. Et deuxième mi-temps, Duke le met en low man. Et il a une deuxième mi-temps, mais en termes d'impact défensif, mais folle. Et c'est là où je me dis, pour qu'un freshman ait tellement d'impact défensif, pour que tu organises ton attaque avec comme seul but de limiter son impact off-ball, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Ou qui va très bien pour Cooper Flag. Et Duke aussi, comme j'ai dit, parfois, donc Malouak, 2m18, ok, 2m18, 2m30 d'envergure, et tu te dis, ok, bon bah là, en NCAA, d'autant plus en NCAA, ce gros babard, on va le garder sous le cercle. Ce gros babard, c'est quoi cette expression? Et qu'est-ce qu'il faisait Duke parfois? Il y a même des matchs, je sais plus lequel, mais il y en a un au début de saison où ils le font carrément switcher, mais il le faisait aussi beaucoup faire du hard edge ou du blitz. Et en fait, on était assez agressif à Duke aussi par moment sur le ballon. Et pourquoi est-ce que tu fais monter Malouak? Bah en fait parce que Flag peut être ton protecteur de cercle secondaire voire primaire en fait. Et je trouve qu'il y a un côté vraiment où il a ce côté peut-être un peu sous-estimé aussi, mais le côté puissance, tu vois, tu disais la défense du post-up sur les gros. Je pense que tu vois Tatum qui joue avec on joue avec les mismatchs, etc. OG Anunoby on le fait pas au Knicks, mais bon voilà, des exemples il y en a à l'appel. Je pense que tu pourras complètement le faire avec Flag en NBA parce qu'il a vraiment ce côté puissance et du coup aussi le placement qui est assez dingue et ouais, et il y a aussi le côté enfin il y a à peu près toutes les qualités dont tu peux rêver, tu vois, avec lui. Il y a le côté où sa coordination main-œil, elle est délirante. Je sais pas si je l'ai vu rater un contre. C'est-à-dire rater dans le sens où il tape à côté du ballon. Je sais même pas si je l'ai vu faire ça sur son année. Il y a le côté où un peu, tu vois, ce que tu rêves avec eux, c'est le côté couvrir beaucoup de terrain en très peu de temps. Ça, il est énorme là-dessus. Vraiment, il est monstrueux et tu le vois aussi où bah ouais, tu peux le mettre depuis le nail et en un pas, boum, il est là au cercle et il jaillit quoi. Et du coup, ouais, il y a ce côté où Duke se permettait, les équipes adverses, comme l'a dit FD, et faisait tout pour le contourner. Et Duke se permettait de faire des couvertures parfois agressives avec Malouak
parce que t'as Cooper Flag en fait. Oh, mais du coup, est-ce qu'il peut jouer comme... Est-ce que du coup, tu peux, si tu t'envisionnes pour la NBA, ce qu'on essaie un peu de faire finalement, parce que les mecs, ils vont quand même jouer en NBA, est-ce que lui, il peut jouer comme seul intérieur? Je sais pas, genre dans un schéma de switch hold par exemple, un peu à la Draymond Green, ou alors dans une défense de zone, ou alors sur sur des schémas assez agressifs, où ça reste quand même, il est quand même trop léger, entre guillemets, ou trop petit. Bah, alors, sans tomber dans l'excès, ouais, mais comment tu défends Embiid, comment tu défends Jokic. Mais en vrai, on va dire, selon les match-ups, oui, j'ai aucun souci à le voir comme, ouais, comme poste 5 défensif, en fait. Poste 5 défensif, ça veut rien dire, mais comme encre défensive, mec que tu vas mettre au low man. Si jamais tu fais du switch hold, bah, c'est très bien, ça fonctionne super bien, parce que tu parlais de mobilité de hanche. Ouais. Il l'a, donc il est capable de défendre sur du switch sans se faire prendre de vitesse. Donc ouais, moi j'ai pas de souci à voir ça selon les matchs. Ok. Ouais. Et du coup, vous avez aussi ce que vous disiez, donc c'est un playmaker défensif. Je vois qu'il y a genre, ouais, 8% de stock, donc ça veut dire qu'il y a des très bonnes lectures. Tu as parlé de la coordination main-œil qui est toujours parfaite. En gros, moi je vois quasiment aucun défaut à son profil défensif. Il y a un truc, je me demande, bon, ça reste du détail, mais au niveau des rebonds, c'est quand même une partie assez importante de la défense, même si ça reste du collectif. Est-ce que du coup, lui, il fait, entre guillemets, le travail là-dessus de box-out ou des choses comme ça? Est-ce qu'il se fait pas trop dominer par sa match-up aussi? Surtout qu'on voit pas mal en NBA quand même que la bataille des possessions et être capable de justement mettre fin à une possession grâce au rebond, c'est hyper important. Est-ce que est-ce que ce serait son seul défaut de pas être ultra dominant en rebond finalement? Ouais, en quelque sorte, c'est pas Faut un... gratter, hein. Vraiment, là, je suis en train de chercher, je suis en train Ouais. d'essayer d'avoir un peu de nuance sur ça, mais parce que sinon, vous me Ah, dites, le mec, il est bon dans tous les rôles, dans tous les schémas. Ok, un ouais, moment, genre, après, tu vois, il y a quelques mini trucs où... ouais, Mais en même temps, encore une fois, je sais pas à quel point ça en dit long sur ses qualités en fait. Mais parfois, ou sur du switch, oui, il y a une ou deux fois où il se fait avoir par des joueurs plus petits parce qu'il est quand même vachement plus haut que eux. Il a ce centre de gravité qui est pas parfaitement bas et voilà. Mais en fait, il y a parfois des matchs où il switch et tu te dis, ah, j'aimerais plutôt le voir en low man, tu vois. Mais du coup, ça en dit presque plus long sur le côté, sa protection de cercle est vraiment bonne, je pense. Et sur le côté rebond, oui, c'est pas un aspirateur à rebond comme les. Ce sera pas un des meilleurs rebondeurs de NBA. Ça, je pense qu'on est d'accord. Mais moi, je trouve qu'il a complètement ce côté. Il fait très, 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 très bien les box-out. Pour moi. Alors peut-être que j'ai mis des traits de trop. FD nous dira. Mais je trouve qu'il fait très bien les box-out. Et il y a vraiment ce côté où pour moi, ça rejoint un peu pas mal de choses qui finalement sur lesquelles c'est dur à évaluer, mais où tout se regroupe avec lui, c'est le côté vraiment feel for the game, quoi. Le côté un peu étudiant du jeu. J'ai l'impression que vraiment il a ce côté où lui, pour le coup, ça se voit qu'il bouffe du film, qu'il bouffe du film, qu'il bouffe du film. Et il fait toutes ces petites choses très bien. Après, oui, il fait pas 2m15. Il est pas non plus... c'est pas non plus Zion en termes de puissance physique. Donc ce sera pas un rebondeur énorme. Mais en termes de fondamentaux, moi, j'ai aucun problème là-dessus. ok. Donc finalement, FD, toi non plus, tu vois pas forcément de défaut défensif, à part le fait qu'il puisse quand même être dépassé sur certains switches, mais en même temps, je veux dire, n'importe quel défenseur peut être dépassé. Il y a aucun défenseur qui est parfait et qui est inatteignable, quoi. Ouais, t'as un petit peu sur certaines séquences, parfois, alors vraiment c'est à la marge, hein, mais tu sais, parfois la chasse au contre, tu sais, où Ouais. tu vas être en low man, tu vas absolument chercher le contre, là où en fait, t'as pas forcément besoin, tu peux juste contester le tir différemment et être quand même présent au rebond def derrière. Ça, il en a eu quelques-uns. Et ouais, le rebond, d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils perdent leur saison. Si, pour ceux qui ont vu le match contre Houston, c'est parce qu'il fait Il y une avait faute. faute. Il fait une faute over the back là, qu'ils Mm. adorent siffler en NCAA et que personne ne siffle en NBA. Mais où il essaye de prendre le rebond off en sautant
par-dessus le mec, et du coup il y a faute de lancer derrière, ils perdent comme ça, c'est terrible, ils vont pas en finale. Mais ouais, le rebond, et puis parfois cette tendance à trop aller au contre, et du coup à risquer des fautes, et du coup de plus être placé au rebond def. Mais bon, c'est pas le premier jeune joueur qui a ce problème-là quand il arrive en NBA. Et pour le coup, il y a des séquences. Pour moi, avec lui, il y a vraiment des séquences. Et on parle beaucoup du match contre Arizona. Mais parce qu'il est formidable ce match. Franchement, il y en a un qui est incroyable. Il y a une séquence défensive qui est vraiment incroyable pour moi. C'est en gros, Arizona essaye de l'avoir sur un écran off-ball, un écran descendant vers le panier. Donc je sais plus exactement ce que c'est un chin screen ou quelque chose comme ça. Et du coup, en fait, le Cooper Flag lit parfaitement l'action et en fait, il est dos au ballon. Cooper Flag. Et du coup, le poseur d'écran, en gros, je crois, il glisse l'écran. Donc, il coupe au panier. Et Cooper Flag est dos au panier. Il se fait pas avoir par le système. Il coulisse bien pour descendre jusqu'au panier. Et il fait une interception où il fait un contest. Non, voilà. La balle arrive quand même. Et il fait le contest parfait sur le lob du gars qui, du coup, arrivait lancé au panier. Et cette possession, je me suis dit, ah ouais. Waouh. C'est vraiment ouf. C'est vraiment impressionnant ce côté où il lit parfaitement le système. Il reste bien placé. Il coulisse. Et pour le coup, il y a ce côté où, sur cette action, il cherche pas forcément le contre. Et juste après, il y a un côté où je crois qu'il essaie de se faire post-up. Et tu vois aussi ce côté où il a aussi ce côté puissance haut et bas du corps, je trouve, qui est assez développé. Et il fait reculer le gars le bump et il le fait reculer. Et ouais, en fait, ce match, il est assez dingue, quoi. Bon, on a fait le tour de la défense ou vu qu'on a vu un peu tout ce qui pouvait être parfait, moi j'ai peut-être envie qu'on se projette un petit peu sur sa carrière NBA. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, let's go. Ok, alors, la première question, ce serait over-under 10 sélections All Defensive Team en carrière. Moi, 10, non mais... Attends, 10, il y en a combien qui en ont 10 dans leur vie? C'est beaucoup, Butler, je crois, il en a 6. Ouais, Butler, c'est Jimmy Butler. Ouais, mais bon, après, voilà, vous me dites que c'est un prospect défensif de ouf. Moi, je vous dis, est-ce que 10 All Defensive Team en carrière? Imaginons qu'il joue genre 18 ans, 16 ans. Ouais, moi je prends le under quand même. 10, il y en a combien qui a 10 All NBA? Genre, je sais pas, pour référence. Il en a eu jusqu'à 45 ans des All Defensive Team. Pour référence, Draymond Green, il en a 8. Ouais, oui, non, mais... allez. Ok, bon, allez, vas-y. Et bah 7. Allez, over-under 7 All Defensive Team. Putain, Draymond, il en a que 8. Pour référence, Rudy Gobert, il en a 7. Oui, mais Rudy Gobert, il va encore en avoir genre 5. Oui. Bah, tu vas voir que cette année, il en aura pas, hein. Oh, abuse. Bon. Moi, je pense en dessous de 7. Parce qu'il va être. En fait, le problème, c'est qu'il va être tellement fort offensivement qu'on va oublier qu'il est fort défensivement aussi. Et comme les All Defensive Teams, ça a tendance à être des trucs de spécialistes parfois. Kobe Bryant, il en a 12. Hein. Donc tu peux être une tanche en défense et en avoir plus de 10. Hein. Ouais, mais le problème, c'est que Kobe, il défendait on-ball, donc ça se voyait. Ah oui. Flag, il y a des moments où ça va pas forcément se voir, quoi. Ok, du coup, vous me dites... Moi, je dis under aussi. Moins que 7, hein. Vous me vendez un prospect générationnel en défense et vous me dites qu'il va même pas avoir... Mec, 6 all defense, c'est quand même déjà pas mal, hein. Ok. Over-under 1 DPOI. Under aussi, parce que y a un petit mec qui s'appelle Victor Mbanyama qui va aller prendre pendant 15 ans là. Ouais, c'est ça. Ok. Over-under 8 All-Star Game. Oh, allez, over. Over, ouais. Over. On est accordé la FD. Ouais. Over-under 8 All-NBA. Under. Ah, mais le Dreamcast, c'est un truc de. Enfin, il faut qu'on crée du débat ou pas? Parce qu'en vrai, je suis de Baptiste, mais s'il faut.
Là, de toute façon, je pense qu'il reste que 3 personnes à peu près qui sont arrivées. Mais non, attends, c'est Cooper Flag, là. Cooper Flag, les gens seront là jusqu'au bout. Vas-y, moi je suis d'accord avec Baptiste, je prends le under, c'est quand même beaucoup, 8 au NBA. Ok. Est-ce En que... fait, Ouais, vas-y. non, mais en fait, pour moi, avec Cooper Flag, si tu le projettes un peu, j'ai du mal à le voir devenir un joueur top 5 de NBA. Ok. J'ai du mal à le voir devenir Deepoy, Ouais. tu vois, parce que même c'est pas le défenseur parfait. Mhm. Mais je pense que j'ai du mal à ne pas le voir devenir un joueur top 20 de NBA. Ok. Ok. Donc là, il m'en reste 2. Il y avait over-under, une sélection All-NBA First Team. Après, Devin Booker, il en a une. Hein. Ouais, allez over. Allez, il le fait une fois. Moi je dis qu'il le fait pas. Ok. Et on reviendra dans 20 ans. Il va pas la chercher. Il va pas. Tu penses? Je pense pas. Et du coup, le dernier, je pense que ça va aller vite. Over-under, 0, enfin 1 MVP. Ah, bah j'ai spoilé mon avis du coup. Mais si FD n'a pas mis d'All NBA First Ouais. Team, j'ai quelques doutes du coup. Et en vrai, je fais cette blague tout le temps, mais Marc Gasol a été Defensive Player of the Year et Second Defensive Team. Donc en vrai, tu peux être MVP et être dans la deuxième équipe NBA, c'est Et possible. Jokic, il avait pas failli être MVP et second team à cause de Embiid, un truc comme ça? Parce qu'il y avait les rôles et il y avait les postes à un moment. Maintenant, il n'y a plus les postes, du coup, t'as plus ces problèmes-là. Mais oui. Ok, Bah, du coup, donc, under aussi. Hein. pas de MVP, pas de DPOI, 8 sélections All-Star Game, pas de All-NBA First Team, pas 8 All-NBA. Bon, en fait, voilà, ils vont En fait, c'est un drafter- tocard quoi. En fait, c'est Carmelo Anthony, le mec. Super. Carmelo Anthony avec un peu de vista en défense. Bon, bah, merci d'avoir écouté le podcast. Non, du coup, bon, sur le méga board, je suppose qu'on vous le prenez en premier, c'est ça? Est-ce que c'est le meilleur prospect de Duke? C'est ça la question. Oh, bah rendez-vous la semaine prochaine, non? C'est pas ça? C'est pas mal. C'est pas mal. On sait pas quand on sortira le prochain, mais oui, potentiellement, il passera derrière un des 2 autres prospects de Duke, donc il faudra rester branché. Et Alors, sachant qu'on en a déjà classé un, ça va être chaud là. Enfin, il y a plus trop de suspense sur qui c'est. Hein. En vrai, Zion James, il aime beaucoup aussi. Hein. Ouais, senior, mais franchement, super senior. C'est Tyrese Proctor. Incroyable. Junior Zion James. Ah, je croyais qu'il était... Il est que junior, ok. Alors, attends, est-ce que tu veux dire le board en entier ou est-ce que tu veux que je le dise peut-être, Azad? Je l'ai sous les yeux. Je vais pouvoir le dire. Du coup, en premier, on a Cooper Flag. Ouais. En deuxième, on a Dylan Harper. Moi, plus j'entends parler de Dylan Harper, plus ça me paraît ouf qu'il n'y ait aucune discussion entre 1 et 2. Mais bon, vous m'avez tellement... Ah bon? Bah, je sais pas, j'ai l'impression que le mec, c'est un casseur de défense presque implacable. Donc, Il y a ce côté avec Harper de... pourquoi il n'y a pas de débat avec Harper? Je vais me lancer dans cette explication. Mais il y a le côté où la défense est vraiment moyenne, voire médiocre. Il y a le côté où c'est un driver, ok, mais qui finalement a pas de shoot et a quand même quelques questions sur le jump shot. En gros, c'est Et qui a pas... Et pour moi, en fait, le truc, il y aurait un débat s'il avait un passing génial. Ouais. Tu vois? Mais si je fais le débat entre Flag et Harper, je sais même pas qui est le meilleur passeur entre les deux. Ouais. Et je pense même plutôt que c'est Flag. Du coup, bah, il y a aussi ce côté où, en vrai, Harper, s'il a pas la balle aussi, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Alors que Flag, s'il a pas la balle, oh, bah, moi, ça va, tu vois, je panique pas forcément plus que ça, quoi. Ok. Mais, voilà. Est-ce Mais, qu'il y a eu des vraies discussions à un moment donné où ça a toujours été genre Cooper Flag sans aucune hésitation possible? Non, Où il y a j'ai des mecs qui ont essayé de l'impression... vendre un peu peut-être le doute. Bah, il y a eu sur le tout début de saison, comme tu vois, Duke avait perdu, je crois, 2 matchs et Flag avait raté 2 game winners et il y avait quelques questions parce que jump shot, on n'était pas sûr, etc. Et Harper avait fait un début de saison assez canon où le shoot rentrait en plus.
Donc tu te dis ok, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait en vérité pas vraiment. Donc et puis même pour le coup ça avant l'année universitaire, je pense que tu avais peut-être déjà entendu parler de Cooper Flagg. Moi ça fait longtemps que j'entends son nom, je l'ai vu que cette année, mais ça faisait un petit moment que j'entendais son nom. Dylan Harper, beaucoup moins en fait, beaucoup moins. Ouais. Ok. Du coup, ensuite, pour finir le board, on a Colin Murray Boyles, Kasparas Iakoussionis, Trey Johnson. En 6, du coup, on a Kaman Malwak. Et du coup, tout au fond du board, avec son 6 pieds 6 de haut, on a Esmailé. Est-ce que ça te convient, FD, ou vu que t'as pas regardé d'autres joueurs que Cooper Flagg, t'en as aucune idée? Et ben, deuxième option. Je vous fais confiance. Okay. Enfin, je fais surtout confiance à Baptiste si j'ai bien compris la dynamique de ce podcast. C'est pas Bah en fait, chaque intervenant vient et classe son joueur, donc tu vois. Et en vrai, bah du coup, Azad c'est l'acheteur. En vrai, c'est presque le board de d'Azad. Hein. Parce que nous, on fait les vendeurs. Et Azad, tu vois, il dit, ah bah ça j'achète, ça j'achète pas. Par exemple, Murray Boyles, moi je sais pas si je l'avais si haut, mais c'est intéressant parce que, en vrai, en prenant un peu de recul, bah c'est un profil ultra NBA ready, et même si ce sera peut-être pas une méga star. Enfin voilà, du coup, on se retrouve avec Murray Boyles en 3. Mais bientôt, peut-être qu'il y aura un nouveau numéro 3 la semaine prochaine. Peut-être 4 la semaine prochaine. Exactement. Et du coup, moi, dernière question. Si vous devez choisir une équipe où l'envoyer, vous l'envoyez où? Si vous êtes Adam Silver, vous mettez qui en... Vous filez le premier choix à qui? Pas à San Antonio, s'il vous plaît, pas à San Antonio. Pourquoi? En vrai, moi, Utah, je pense, j'aime bien. Mais mec, t'imagines avec Wemby, la raquette avec Wemby, mais c'est bon. C'est pas drôle. Ok. Et ben, ouais, hein. Franchement, Utah ou Hardy, moi, ça me va, hein. Ouais, pareil. Utah ou Hardy, j'aimerais bien, mais ça va me saouler parce que va y avoir les comparaisons avec Andrei Kirilenko. Il n'arrivera pas à... Enfin, comment dire, on a déjà trop de comparaisons avec Andrei Kirilenko, donc moi je veux qu'on arrête les comparaisons. Et du coup, moi j'aimerais bien le voir en vrai à Washington. Moi je kifferais bien. Avec Alex Sarr, ça peut être sympa. Hein. La raquette avec Alex Sarr, ça peut être très très sympa. Ouh. En plus, ils ont Koulibaly et Marcus Smart. Oh, le 5 défensif que tu peux te faire là. Ouais. Oh, Jordan Poole, il va se régaler. Il va avoir 50 tickets shoot par match. Ça peut être très fort. Il aura rien à foutre en défense. Ils vont le mettre à l'arrière d'une zone 1-3-1. Là, ils vont lui dire, frérot, t'inquiète pas, tu te mets sous le panier. On te dit juste s'il y a tu nous préviens juste s'il y a des cuts backdoor et après, t'es chill. Donc... Et puis même en vrai, l'attaque de Washington, elle est, c'est pas le Jazz, mais elle est pas horrible. Hein. Elle est sympa. T'as des profils cool en plus avec Corey Kispert, même tu vois, une fin de carrière de Middleton, ça t'apporte un peu de spacing et tout. Et en plus, tu t'es débarrassé de Kyle Kuzma. T'as des Champagny qui sont pas mal. T'as Bob Carrington. Bob Carrington. Et Keyonte George. Non, putain. Non. Kishon George. Keyonte George, c'est Jazz. C'est Jazz. Kishon George. D'ailleurs, si j'avais pas fait le fou sur Kishon George, rappelons quand même que voilà, je me suis trompé sur le quiz de l'hebdo sur Kishon George et du coup, on a eu une finale et on a été égalité avec Azad. On a été égalité au début de la finale. Hein. Oui, mais je veux dire, si j'avais pas raté le Kishon George, genre, je crois que c'était sur les surnoms. Et j'avais dit, le Suisse machin. J'avais dit Kishon George alors que c'était Capella. Bref, cette finale n'aurait jamais dû avoir lieu. Exactement. Mais elle a été gagnée. Mais tu sais, c'est les mecs qui arrivent pas à garder un lead, c'est très fréquent. Hein. Que ce soit des leads de 20 points ou des leads de 2-0 d'ailleurs. On verra qu'est-ce allez, on se parle la semaine prochaine. Ok, bon bah merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer un bon week-end, une bonne journée, enfin de bien finir ce que vous avez commencé tout simplement. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao.